les architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. En Russie, au bord du golfe de Finlande, les jardins de Peterhof, agrémentés de statues d'or et de marbre, de cascades spectaculaires, de sculptures végétales, sont nés d'un défi et d'un rêve. Défi de créer sous ces latitudes un jardin à l'égal des plus beaux d'Europe. Rêve de puissance du tsar Pierre le Grand, devenu au XVIIIe siècle l'empereur de toutes les Russies. En 1714, Pierre le Grand établit sa résidence d'été sur un immense domaine ouvert sur la mer, face à la capitale qu'il vient de fonder, Saint-Pétersbourg. Monarque cultivé et ambitieux, le tsar veut inscrire la Russie au rang des grandes puissances européennes. Son palais et ses jardins doivent éblouir par leur splendeur. Fasciné par les jardins de Versailles lors de sa visite en 1717, Pierre le Grand s'inspire des gravures du domaine de Louis XIV. Il n'hésite pas à faire appel à un élève de Lenôtre, l'architecte Leblond, pour dessiner son palais et ses jardins. Alors que Louis XIV place Versailles sous la protection du dieu Apollon, Pierre le Grand dédie son domaine à Neptune, le dieu des eaux vives, des sources et des océans. Mais concevoir un jardin à la française, au nord de la Russie, relève de la gageure. Olga Volkova est architecte paysagiste et botaniste à Peterhof. Olga, comment on peut qualifier le climat du nord-ouest de la Russie, et particulièrement de Saint-Pétersbourg et donc de Peterhof ? Le climat est très rude, influencé par la mer Baltique. Il n'y a pas ici les eaux chaudes du Gulf Stream comme sur les côtes des pays d'Europe. La végétation subit l'influence d'un climat marin froid, nordique, avec des hivers très froids et très ventés. Le sol influence également les plantes. Il était argileux et lourd, quasiment imperméable. Donc on peut dire que les conditions n'étaient absolument pas réunies pour reproduire un jardin formel européen ici en Russie. Il fallait nécessairement ruser. En effet, Peterhof n'a pas été créé grâce à, mais malgré. Malgré le climat, le sol, malgré la flore locale. Il a fallu modifier toutes ces conditions. De la terre fertile et de la végétation ont été rapportés d'autres régions. Et tout ce qui existait avant la création de Peterhof a été modifié et changé. Il faut une vingtaine d'années pour structurer le jardin et ses allées. Le chantier est colossal. On fait venir des ormes et des érables de Moscou. Des pommiers sont expédiés de Suède. Des orangers et des citronniers sont commandés en Perse, mais ce choix s'avère trop optimiste face à la rudesse du climat. Pour composer les haies et les taupières, on importe des ifs et des buis, mais eux aussi ont du mal à s'adapter. On les remplace par des thuyas du Canada et des troènes plus résistants.
Alors en revanche, il y a une essence qui est commune à nos jardins formels européens et à Peterhof. C'est le tilleul que vous utilisez ici dans une forme bien particulière qu'on appelle le rideau. Le tilleul est vraiment une espèce très pratique pour créer des perspectives, des allées et des bosquets. Il s'utilise beaucoup à Peterhof, où il s'est très bien adapté. Nous l'avons importé en grande quantité de l'étranger. Il a créé des espaces vivants, joliment encadrés, avec des voûtes taillées en berceau. Le tilleul se taille assez facilement. Les jardins de Peterhof se déploient sur 2 niveaux, séparés par le palais. Le jardin supérieur marque l'entrée du domaine, avec ses fontaines, ses pelouses, son verger et ses alignements de tilleuls. En contrebas, le jardin inférieur s'étend jusqu'au rivage du golfe de Finlande. Il offre une multitude de fontaines et de jets d'eau. Sur l'axe principal nord-sud, la spectaculaire Grande Cascade fait face à un canal qui traverse la forêt pour terminer sa course vers la mer. L'axe est-ouest relie visuellement les statues d'Adam et Ève et se termine par le bassin de Marly et son pavillon. Dans le jardin inférieur, ce sont encore les tilleuls qui structurent les allées du sous-bois et les espaces autour des fontaines. Olga, ce qui est absolument charmant dans la partie inférieure du jardin, dans le parc, c'est cette cohabitation entre un dessin très régulier et cette forêt très organique. Est-ce que finalement ce côté hybride, ce côté mixte, a toujours fait partie de l'essence du jardin de Peterhof? Oui. À l'origine, Peterhof a été créé en partant d'une forêt à l'intérieur de laquelle on a dessiné des perspectives et des allées. Cette union d'un style régulier avec le massif forestier nous paraît très harmonieux. Le massif forestier se composait d'espèces mélangées, comme les chênes, les tilleuls, les frênes, les ormes, les érables, les sorbiers et même les épicéas. Au XVIIIe siècle, Pierre le Grand a commencé à utiliser l'épicéa pour la première fois. Et avec, il a créé des formes pyramidales. Ainsi, le canal maritime souligne la perspective du Grand Palais jusqu'à la baie. C'est probablement cette particularité qui plaît aux visiteurs. Ils peuvent se promener dans les chemins droits ou dans les petits chemins de terre paysagers et ressentir toute la beauté de la forêt. Le nombre et l'originalité des fontaines font la réputation du domaine. Avec son incroyable palais baroque, Peterhof est une fierté nationale depuis 3 siècles. La Grande Cascade, la plus impressionnante des fontaines, est conçue comme un élément de décor baroque. Chaque matin, en été, le jaillissement des eaux du jardin est attendu comme un véritable spectacle. Andrei Biryukov, ingénieur, est responsable du système hydraulique du parc. Andrei, est-ce que le système hydraulique de Peterhof fonctionne de la même manière qu'au XVIIIe siècle? Oui, bien sûr. Le système de Peterhof fonctionne exactement comme au XVIIIe siècle.
Pierre le Grand a lui-même observé les hauteurs de Ropcha, un village qui se situe à environ 25 km d'ici. Il a trouvé lui-même les sources et les endroits où on pouvait capter l'eau pour alimenter Peterhof. Grâce à ce travail gigantesque, l'eau arrive avec les mêmes techniques, le même principe qu'au XVIIIe siècle. Rien n'a changé. Donc on est bien d'accord, tout ça est un système gravitaire, c'est-à-dire qu'on part d'un point haut pour rejoindre un point bas, c'est-à-dire la mer. Exactement pareil. C'est un système qui fonctionne grâce au dénivelé du terrain. Les sources qui sont sur les hauteurs de Ropcha se trouvent 84 mètres au-dessus des fontaines de Peterhof. Avec ce décalage considérable des niveaux, toute la masse d'eau se dirige vers Peterhof. L'hymne de Saint-Pétersbourg accompagne l'ouverture des fontaines. Nous nous trouvons là sous la fontaine de la Corbeille. Cette fontaine est très belle quand on la voit du jardin inférieur. En réalité, c'est une fontaine assez complexe, qui a un grand nombre de régulateurs. Pour chaque jet, il y a un robinet de régulation. À l'intérieur de ces tuyaux, il y a une forte tension. En les touchant, on ressent la puissance des vibrations de l'eau à sa sortie. Pour cela, il faut régler les robinets 10 à 15 fois par jour, parfois plus, pour obtenir un fonctionnement harmonieux de la fontaine. Voici la canalisation qui alimente les cascades à l'ouest du jardin. Comme vous voyez, elle est installée sur une forte pente qui donne beaucoup de puissance à l'eau. Sur chaque tuyau, nous avons installé des régulateurs avec lesquels nous réglons l'intensité des jets d'eau. À partir de la grande cascade, un réseau de canalisations souterraines et de canaux extérieurs alimente pas moins de 176 fontaines. Grâce à l'abondance de l'eau et à sa facilité d'acheminement, les fontaines peuvent fonctionner pratiquement jour et nuit. Elles valent à Peterhof son surnom de Versailles russe. Elena Kalnitskaya est directrice du musée de Peterhof et historienne de l'art. Pour Pierre le Grand, c'était très important de surprendre tout le monde, et même de surpasser Versailles. Il y a une belle citation d'un voyageur européen qui dit « Versailles, tu es loin derrière maintenant, parce que Peterhof, le magnifique, te dépasse. » Bien sûr, cela l'a réjoui d'avoir ainsi surpris l'Europe. Pierre s'est senti à nouveau comme un triomphateur, fier d'avoir édifié une ville et modelé la campagne avec son jardin. Pierre le Grand a sans doute été également très fier de savoir qu'aucun monarque, français ou anglais, n'avait comme lui une résidence d'été sur la mer. Il était très content d'avoir surpassé tout le monde.